En 1839, à peine 10 ans avant l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises, une histoire interdite prit racine dans les collines verdoyantes de la Martinique. C'était une époque de contradictions brutales. D'un côté, les salons des planteurs s'emplissaient de discussions sur les idéaux révolutionnaires venus de France, sur la liberté, l'égalité et les droits de l'homme. De l'autre, les champs de café et de canne à sucre continuaient de saigner les corps et les âmes de milliers d'hommes et de femmes réduits en esclavage. Au milieu de ce monde déchiré entre la modernité proclamée et la barbarie quotidienne, une passion interdite allait naître et se transformer en tragédie. La plantation Beaumont s'étendait sur plus de 800 hectares dans une vallée fertile proche de Saint-Pierre. C'était l'une des propriétés les plus prospères de l'île, bâtie sur le travail de près de 200 esclaves. La maison principale, blanche et imposante, dominait le paysage comme un château tropical. Ses colonnes néoclassiques, ses balcons de fer forgé et ses jardins ornés de statues importées de France donnaient l'illusion d'un raffinement européen. Mais derrière cette façade de civilisation, la violence structurait chaque geste, chaque regard, chaque respiration. Les esclaves travaillaient du lever au coucher du soleil, surveillés par des contremaîtres armés de fouets. Les femmes étaient contraintes de servir dans la maison ou livrées au désir des maîtres. Les enfants grandissaient dans la peur, sachant que leur avenir ne serait qu'une répétition de souffrances. À la tête de cet empire se tenait Pierre Beaumont, un patriarche de 55 ans, homme dur et autoritaire. Fils et petit-fils de colons, il se considérait comme l'incarnation vivante de la puissance blanche sur l'île. Pour lui, l'esclavage n'était pas seulement une pratique économique. C'était une loi divine, un ordre naturel. À ses yeux, les Noirs étaient des instruments, nécessaires mais remplaçables, qu'on devait briser ou dresser selon les besoins de la production. Sa femme, Jeanne, issue d'une vieille famille de planteurs, vivait dans une obéissance silencieuse, attachée à préserver l'image de respectabilité de la maison. Mais Julien, leur fils unique de 24 ans, était d'une autre trempe. Après avoir étudié le droit à Paris, il était revenu au pays avec des idées dangereuses aux yeux de son père. Il parlait d'abolition, de justice, de fraternité. Dans les salons, on le prenait pour un rêveur naïf. Dans la maison, son père le traitait de fou ingrat. Mais Julien, passionné par les idéaux qu'il avait découverts en métropole, voyait dans le système esclavagiste une monstruosité intenable. Il lisait Victor Schœlcher et les pamphlets abolitionnistes comme d'autres lisaient la Bible. Son retour sur la plantation marqua le début d'un affrontement silencieux entre deux mondes. L'ancien, fondé sur la violence et la tradition, et le nouveau, avide de liberté et de changement. C'est dans ce décor qu'entra en scène Claire. Elle avait 22 ans, née sur l'habitation, fille de Marguerite, cuisinière dans la grande maison, et de Samuel, charpentier réputé pour son habileté. Contrairement à la majorité des esclaves, Claire avait eu un privilège rare. Sa mère, avec la complicité discrète de Madame Jeanne, lui avait appris à lire et à écrire. Cette faveur, accordée presque par caprice, allait devenir son arme la plus dangereuse. Car savoir lire signifiait savoir penser, savoir rêver, savoir résister en silence. Claire possédait une beauté discrète mais singulière, peau claire, cheveux épais toujours attachés d'un foulard coloré, et surtout des yeux d'une intensité qui frappait quiconque osait les croiser. À 15 ans, on l'avait assignée au service de la maison comme femme de chambre. Elle nettoyait les pièces, dressait les tables, portait les repas. C'est dans cet univers de porcelaine fine, de nappes brodées et de livres reliés qu'elle évoluait, oscillant entre l'ombre de sa condition et la lumière de son intelligence. Les maîtres ne voyaient en elle qu'une domestique habile et discrète. Mais Julien, de retour de France, ne tarda pas à remarquer autre chose. Un matin d'avril 1839, alors qu'il étudiait dans sa bibliothèque des ouvrages sur le droit colonial, il renversa accidentellement une pile de livres. Alertée par le fracas, Claire entra précipitamment pour l'aider.
En ramassant les volumes, ses lèvres murmurèrent les titres de l'abolition de l'esclavage de Schœlcher, les Noirs et la traite de Grégoire. Julien, stupéfait, la fixa. « Tu sais lire ?» Claire baissa les yeux, consciente du danger que représentait un tel aveu. « Oui, monsieur. Ma mère m'a appris quand j'étais enfant. » Le jeune homme, loin de s'indigner, s'anima. « Et que penses-tu de ces livres ?» Claire hésita. Répondre pouvait lui coûter la vie, mais quelque chose, dans la curiosité sincère de Julien, l'encouragea. « Il parle de liberté, monsieur, et la liberté, c'est le rêve de chacun ici. » Julien resta silencieux un instant, bouleversé. C'était la première fois qu'il entendait une esclave parler de ses sentiments sans détour, avec cette dignité tranquille. Dans ses yeux, il vit non pas une domestique, mais une femme qui pensait, qui sentait, qui osait. À partir de ce jour, ses regards vers Claire changèrent, et dans le cœur de la jeune femme, ce bref échange éveilla un mélange de peur et d'espérance. Ce fut le début d'un lien fragile mais puissant. Dans une société où les barrières raciales et sociales semblaient infranchissables, un fil invisible venait de se tendre entre eux, et ce fil, au lieu de se rompre, allait se renforcer au fil des semaines, au point de menacer les fondations mêmes du monde cruel qui les entourait. La maison Beaumont, dressée au sommet d'une colline, dominait toute la vallée comme un phare de puissance coloniale. De loin, elle paraissait majestueuse, façade blanche, immaculée, colonnes élégantes, véranda ouverte sur les jardins tropicaux. Mais ceux qui vivaient dans son ombre savaient qu'elle n'était pas un palais de lumière. Elle était une forteresse de domination, un sanctuaire où l'ordre esclavagiste se mettait en scène chaque jour. Derrière les rideaux de dentelle, derrière les meubles importés de France, se cachaient les cris étouffés, les supplices et les larmes versées dans les champs. Pierre Beaumont régnait sur cette maison comme un monarque absolu. À 55 ans, sa stature impressionnante et son regard sévère ne laissaient aucune place au doute. Il était le maître incontesté de cette terre et de tous ceux qui y respiraient. Fils et petit-fils de colons, il avait grandi avec l'idée que l'île lui appartenait par droit divin. Pour lui, chaque hectare, chaque arbre, chaque vie humaine était un élément de son patrimoine. Il citait souvent la Bible pour justifier sa position. Les esclaves doivent obéir à leur maître comme au Seigneur. Ces mots, prononcés avec une conviction glaciale, servaient de justification morale à des siècles de violence. À ses côtés, son épouse Jeanne jouait le rôle de maîtresse de maison. Issue elle-même d'une lignée de planteurs, elle connaissait les règles du jeu. Maintenir les apparences, organiser les réceptions, fermer les yeux sur la brutalité des hommes. Pourtant, dans ses gestes parfois, on devinait une compassion étouffée. Elle avait autorisé, presque en secret, que Claire apprenne à lire et à écrire. Était-ce par bonté sincère ou par curiosité frivole? Nul ne le savait. Mais ce geste allait s'avérer lourd de conséquences. La vie sur l'habitation suivait une mécanique implacable. À l'aube, une cloche résonnait, tirant les esclaves de leurs cases sombres. Les hommes se rendaient dans les champs de café ou de canne, les femmes portaient l'eau, cuisinaient, s'occupaient des enfants. Les journées étaient longues, rythmées par le fouet des contremaîtres. Chaque faute, chaque retard, chaque tentative de rébellion était punie sans pitié. On disait que les chants résonnaient autant des coups de machette sur les cannes que des gémissements des corps épuisés. Dans la maison, la routine était différente, mais non moins révélatrice. Julien, le fils unique, se levait plus tard, prenait son petit déjeuner servi par Claire ou par d'autres domestiques, puis s'enfermait dans son bureau. Là, il lisait, écrivait, correspondait avec ses amis abolitionnistes de Paris. Son père le traitait de rêveur, mais Julien croyait fermement que l'esclavage était une monstruosité indigne de la France moderne. Comment pouvons-nous parler de liberté, égalité, fraternité, alors que nous tenons des chaînes dans nos mains, répétait-il. Ces paroles faisaient rire les colons voisins, mais elles commençaient à résonner dangereusement dans la maison. Car chaque mot qu'il prononçait, chaque livre qu'il laissait traîner, trouvait un écho chez Claire. Elle,
l'esclave né dans les cuisines de la plantation possédait une curiosité intellectuelle que rien ne pouvait freiner. Quand elle apportait du thé dans le bureau de Julien, elle jetait des coups d'œil furtifs sur les pages ouvertes. Quand elle rangeait la bibliothèque, elle effleurait les reliures, retenant les titres dans sa mémoire. Peu à peu, Julien s'en aperçut, et au lieu de la réprimander, il l'encouragea. Il laissait volontairement un livre à découvert, une lettre oubliée sur le bureau. Claire, prudente mais avide, en profitait pour absorber chaque mot, chaque idée. Pierre Beaumont, de son côté, ne voyait rien. Pour lui, Claire n'était qu'une domestique parmi d'autres, utile par sa discrétion et son efficacité. Il ne soupçonnait pas qu'elle était en train de devenir le témoin silencieux des contradictions de sa propre maison. Un père attaché au fouet et au pouvoir absolu, un fils nourri de justice et d'idéaux nouveaux. Cette tension, invisible mais grandissante, imprégnait l'air de la plantation. Les esclaves sentaient que quelque chose changeait. Julien parlait parfois avec eux d'un ton inhabituel, posant des questions, écoutant leurs réponses. Ces mots d'égalité résonnaient comme des promesses lointaines, mais dangereuses, car un maître qui s'humanise devient un maître suspect aux yeux de ses pairs. Et une esclave qui parle comme une femme libre devient une menace insupportable pour tout l'ordre établi. Dans ce climat chargé, le regard de Julien et celui de Claire se croisèrent de plus en plus souvent. Au détour d'un couloir, dans la bibliothèque silencieuse, à l'heure du service. Rien n'était dit ouvertement, mais tout était là, l'interdit, le désir, la peur et l'inévitable. Leur destin, séparés par des murs de fer, commençait à s'entrelacer dans l'ombre. Et la maison Beaumont, symbole de puissance coloniale, devenait peu à peu le théâtre d'une tragédie annoncée. Claire était née sur l'habitation Beaumont en 1817. Elle n'avait jamais connu d'autre horizon que les champs de café et de canne à sucre, les collines verdoyantes et la mer lointaine que l'on apercevait par temps clair. Sa mère, Marguerite, était cuisinière dans la maison principale. Femme robuste, au caractère ferme, elle connaissait toutes les recettes créoles qui plaisaient au maître, mais surtout, elle savait se taire. Son père, Samuel, était charpentier. Ses mains calleuses avaient construit greniers, ponts et même une partie de la maison de maître. Dans la plantation, il était respecté pour son habileté, mais restait soumis comme tous les autres. Dès son enfance, Claire montra une curiosité inhabituelle. Tandis que les autres enfants jouaient dans la poussière rouge des cases, elle observait sa mère lire à voix basse les rares prières écrites que Madame Jeanne lui confiait. Fascinée, elle supplia Marguerite de lui apprendre les lettres. C'était un secret dangereux, car le code noir interdisait l'instruction des esclaves. Mais dans l'ombre des cuisines, à la lueur tremblante d'une bougie, Marguerite traçait des mots sur un vieux morceau de papier. « A, B, C » chuchotait-elle, et la petite fille répétait avec sérieux. Bientôt, Claire sut lire quelques prières, puis des phrases entières. Sa mémoire vive fit le reste. À 15 ans, on la plaça dans la maison comme femme de chambre. C'était un privilège relatif. Elle échappait aux champs, mais devenait prisonnière de la surveillance constante des maîtres. Elle devait servir les repas, préparer les chambres, nettoyer les salons. Pourtant, pour elle, c'était une chance. Elle pouvait approcher les livres, les objets précieux, les conversations des maîtres. Chaque mot entendu était une fenêtre ouverte vers un autre monde. Son apparence frappait aussi. Sa peau claire, héritage lointain de mélanges forcés, la distinguait. Ses yeux sombres brillaient d'une intelligence qui inquiétait parfois ceux qui la regardaient trop longtemps. Elle nouait toujours ses cheveux d'un foulard coloré, geste simple qui marquait une certaine fierté, mais ce n'était pas sa beauté seule qui attirait l'attention. C'était son esprit, une dignité silencieuse, une façon de se tenir droite, même quand elle servait, comme si son âme refusait de se courber. Julien la remarqua très vite. Contrairement à son père, qui voyait en chaque esclave une pièce d'inventaire, le jeune homme observait les détails.
Il vit comment Claire lisait les titres des livres en les rangeant, comment ses lèvres s'animaient en silence lorsqu'elle tombait sur un poème, comment son regard se perdait parfois dans la contemplation d'une gravure. Un soir, il l'a surpris en train de murmurer quelques vers de Victor Hugo qu'il avait laissé traîner. Plutôt que de la réprimander, il lui demanda « Tu comprends ce que tu lis ?» Elle baissa les yeux, craignant une punition, mais il ajouta doucement « Récite encore ». À partir de ce moment, une étrange complicité naquit. Julien commença à laisser volontairement certains livres accessibles, un recueil de poèmes de Lamartine, un traité d'histoire, un pamphlet abolitionniste. Claire, prudente, n'osait pas toujours les ouvrir, mais parfois elle ne résistait pas. Et lorsqu'il la questionnait discrètement, elle répondait avec une justesse troublante. Un soir, il lui demanda ce qu'elle pensait d'un passage sur la liberté. Elle hésita, puis répondit « Ils écrivent avec de belles phrases ce que nous vivons avec nos corps. » Ces échanges, courts et furtifs, devinrent leur secret. Dans une société où un simple regard pouvait coûter la vie à une esclave, ils partageaient des mots, des idées, des fragments d'humanité volés au système. Pour Julien, c'était une révélation. Claire n'était pas une domestique comme les autres. Elle pensait, elle sentait, elle rêvait. Pour Claire, c'était une tentation dangereuse, un maître qui l'écoutait, qui la voyait comme une femme, non comme une chose. Peu à peu, leurs conversations se prolongèrent. Dans la bibliothèque, entre deux piles de livres, Julien lui posa des questions. « Qu'aimerais-tu faire si tu étais libre ?» Elle répondit sans hésiter. « Lire à la lumière du jour, sans avoir peur. Élever des enfants libres. Chanter, sans que ma voix soit surveillée. » Ces mots frappèrent Julien de plein fouet. Lui, l'héritier d'une fortune construite sur des chaînes, se trouvait soudain confronté à la réalité nue de ce que signifiait être libre ou esclave. Mais chaque mot échangé les rapprochait du danger, car dans la maison Beaumont, rien n'échappait aux yeux des domestiques ni aux oreilles du commandeur. Un simple murmure pouvait devenir une arme, une rumeur pouvait suffire à déclencher un châtiment. Claire le savait, Julien aussi. Pourtant, ni l'un ni l'autre ne voulait arrêter. Comme attirés par une force irrésistible, ils continuaient à se chercher, à se frôler, à se parler. Ainsi naquit, dans le silence des couloirs et la poussière des bibliothèques, une passion impossible, une flamme fragile, mais que ni les interdits, ni la peur, ni les murs de la maison Beaumont ne pouvaient contenir. Et déjà, dans l'ombre, le destin préparait son piège. Tout commença par une lettre. Julien savait qu'il ne pouvait plus se contenter de ces échanges furtifs dans la bibliothèque ou dans les couloirs. Les regards et les mots volés avaient éveillé quelque chose de trop puissant pour être contenu. Mais il savait aussi que chaque geste était une arme à double tranchant. Alors, il choisit la ruse. Un soir de mai 1839, il glissa un pli soigneusement rédigé à l'intérieur d'un livre qu'il savait que Claire rangerait le lendemain. Le volume choisi n'était pas anodin, un exemplaire de René de Chateaubriand, roman empreint de mélancolie et de solitude, qui reflétait étrangement ses propres sentiments. Sur la première page, entre deux paragraphes, se trouvait une feuille pliée. Les mots, tracés d'une main hésitante mais ferme, disaient « Claire, depuis que je suis revenu ici, j'ai découvert un monde que je croyais connaître. Les chants, les odeurs, les voix, tout cela m'est familier, mais je vois désormais ce que je n'avais jamais voulu voir. Et au milieu de ce monde, je vous ai rencontré. Vos paroles m'ont bouleversé plus que tous les livres de mes études. Vous êtes plus qu'une servante, plus qu'une esclave. Vous êtes un esprit qui mérite d'être entendu. Si vous acceptez, répondez à cette lettre. Laissez vos mots dans le même livre. Je vous promets le secret absolu. Avec respect, Julien. » Le lendemain, quand Claire ouvrit le livre, ses mains tremblaient. Elle savait que lire ces mots était déjà dangereux, mais y répondre serait une folie. Pourtant, son cœur battait à tout rompre. Elle se souvenait de la façon dont Julien l'écoutait, comme si ses pensées avaient de la valeur, et pour la première fois de sa vie, quelqu'un lui avait écrit non pas comme à une domestique, mais comme à une femme.
Après une nuit d'hésitation, elle décida de répondre. Sa lettre, rédigée avec une écriture appliquée, respirait la retenue et la dignité. « Monsieur Julien, vos mots m'ont surprise et émue. Je ne suis pas habitué à être regardé autrement que comme une chose. Vous dites que mes paroles comptent. Sachez que vos livres m'ont ouvert un monde que je croyais interdit. Si vous souhaitez que nous échangions, je le ferai. Mais je vous demande une promesse, que jamais mes mots ne servent contre moi. Car dans cette maison, chaque souffle peut devenir un piège. Avec respect, Claire. » À partir de ce jour, une correspondance secrète s'installa. Les lettres passaient de main en main à travers les livres, parfois dissimulées entre deux volumes, parfois glissées dans la doublure d'une couverture. Elles commençaient prudemment, abordant des sujets neutres, les poèmes de Lamartine, les pamphlets abolitionnistes, la politique en France. Julien écrivait avec la fougue d'un jeune juriste, citant des philosophes, dénonçant les injustices. Claire répondait avec une clarté simple mais pénétrante, donnant une perspective vécue, charnelle, sur ce que signifiait réellement être esclave. « Vous parlez de droits de l'homme », écrivait-elle, « mais ces droits ne franchissent pas les murs de nos cases. Ici, un homme peut être battu jusqu'à la mort pour avoir ramassé un fruit. Une femme peut être vendue loin de son enfant. Est-ce cela la civilisation dont parlent vos livres ?» Julien lisait ces mots avec un mélange de honte et de fascination. Chaque lettre était une gifle à son héritage et une révélation de son avenir. Peu à peu, les correspondances cessèrent d'être purement intellectuelles. Les phrases devinrent plus personnelles, plus ardentes. « Claire, quand je vous lis, j'ai l'impression de vous entendre respirer près de moi. Vos mots sont devenus ma seule vérité. » Elle répondit, « Julien, vos lettres sont ma liberté volée. Chaque ligne me fait oublier un instant les chaînes que je porte. » Au fil des semaines, la prudence laissa place à l'intimité. Ils évoquaient leurs rêves. Julien parlait de villes où les couples mixtes pouvaient marcher main dans la main, de sociétés nouvelles sans chaîne ni fouet. Claire, elle, rêvait plus simplement. Une maison modeste, des enfants libres, le droit de chanter et de lire sans peur. Mais dans chaque mot résonnait aussi la conscience du danger. Il savait qu'une seule lettre découverte suffirait à les condamner. Alors, Claire creusa un trou sous sa paillasse où elle cachait les lettres les plus précieuses. Parfois, la nuit, elle les relisait à la lueur d'une bougie, ses lèvres dessinant les phrases de Julien comme si elles étaient des caresses interdites. Leur amour devint leur secret, mais un secret qui grandissait comme une flamme incontrôlable. Et déjà, sans qu'ils s'en doutent, des yeux indiscrets commençaient à les observer. Dans les couloirs, dans les champs, certains avaient remarqué les regards échangés, les absences, les sourires trop longs, et dans ce monde où chaque secret était une arme, il suffisait d'un homme pour transformer leur passion en tragédie. Les lettres ne suffirent bientôt plus. Aussi brûlantes soient-elles, elles restaient de l'encre sur du papier, des mots enfermés dans le silence. Julien et Claire, prisonniers de leur correspondance, ressentaient un manque dévorant. Ils voulaient entendre leur voix, se voir sans la barrière des livres, se toucher, sentir que leur amour n'était pas qu'un rêve secret. Et c'est ainsi qu'ils franchirent une nouvelle limite, plus périlleuse encore, se rencontrer la nuit. Tout commença par un mot bref, glissé entre les pages d'un livre de poésie. Claire, demain, nuit sans lune, verger, minuit. À la lecture de ces mots, le cœur de la jeune femme bondit dans sa poitrine. La peur l'envahit aussitôt. Si quelqu'un la surprenait hors de la case, elle risquait le fouet, peut-être pire. Mais l'appel de Julien était irrésistible. Toute la journée, elle prépara son esprit comme on prépare une fuite. Quand la nuit tomba et que les cases sombrèrent dans le silence, elle s'éclipsa discrètement, ses pieds nus glissant sur la terre humide, guidée par le chant lointain des grenouilles et le parfum des manguiers. Julien l'attendait déjà, adossé à un arbre, l'ombre de la lune absente couvrant son visage. Lorsqu'elle s'approcha, il murmura son nom comme une prière interdite. « Claire »
Elle hésita une seconde, puis courut vers lui. Leurs bras s'enlacèrent avec la force désespérée de deux êtres qui savaient qu'ils risquaient tout. Ils restèrent ainsi de longues minutes, sans parler, comme pour s'assurer que l'autre était réel, que ce n'était pas seulement une illusion de l'être et de rêve. « Tu sais que c'est de la folie », chuchota Claire en le regardant. « Oui, » répondit-il, « mais je préfère mourir de cette folie que de vivre sans toi. » Ces rencontres devinrent bientôt leur souffle de vie. Ils se retrouvaient dans le verger, parfois dans la vieille chapelle abandonnée, parfois dans la remise des outils. Chaque lieu devenait un sanctuaire fragile où l'amour reprenait ses droits, loin des regards des maîtres et des chaînes de la plantation. Ils parlaient à voix basse, échangeaient des promesses, inventaient un futur. Julien rêvait de quitter l'île, d'aller en métropole, ou même en Amérique, où leur union pourrait être moins impossible. Claire, plus réaliste, imaginait une petite maison au pied d'une colline, des enfants libres courant dans l'herbe. « Je veux des enfants de toi, Julien », osa-t-elle un soir, les yeux brillants. Il la prit par les mains. « Alors nous aurons des enfants, et ils ne connaîtront jamais les chaînes. Ils souffriront peut-être du regard des autres, mais ils seront libres, et c'est tout ce qui comptera. » Ces mots enflammèrent leur cœur, mais leur situation demeurait périlleuse. Car dans une plantation, rien n'échappe longtemps aux regards indiscrets. Les autres esclaves avaient remarqué les absences de Claire, ses yeux plus lumineux, sa démarche plus assurée. Sa mère, Marguerite, commença à s'inquiéter. « Où vas-tu la nuit, ma fille ?» demandait-elle d'une voix basse mais dure. Claire esquivait, parlant d'air frais, de solitude, mais Marguerite savait. Elle savait que dans ce monde, une femme esclave n'avait pas le droit d'aimer, et que l'amour pouvait tuer plus sûrement qu'un fouet. Pourtant, Claire n'arrêtait pas. Chaque lettre, chaque rencontre, chaque baiser la rapprochait davantage de Julien, et la faisait oublier un instant la cage invisible où elle vivait depuis sa naissance. Elle n'avait jamais goûté à la liberté, mais elle en connaissait désormais le parfum. C'était celui de ses lèvres, celui de ses promesses murmurées. Julien, de son côté, devenait de plus en plus audacieux. Il inventait des excuses pour prolonger ses moments avec elle. Il parlait de fuite, de mariage. « Je demanderai à mon père ton affranchissement », dit-il un jour avec une conviction fragile. Claire secoua la tête. « Tu sais qu'il refusera. Pour lui, je ne suis qu'une possession. Même si tu me libères, la société ne nous pardonnera jamais. » Julien la fixa, le cœur en feu. « Alors nous fuirons. J'abandonnerai tout. Ma fortune, mon nom, ma famille, rien de cela n'a d'importance si je tais-toi. » Elle sourit tristement. Elle voulait y croire, mais savait que les murs invisibles du système étaient plus solides qu'il ne l'imaginait. Pourtant, elle ne le contredit pas, parce qu'elle avait besoin de rêver, ne serait-ce qu'un instant. Chaque nuit, ils vivaient leur amour comme si c'était la dernière. Leur rencontre était brève, intense, pleine de murmures et de caresses furtives. Chaque baiser volé était un défi lancé à l'ordre colonial, mais chaque pas dans cette clandestinité creusait un piège autour d'eux. Car dans l'ombre, quelqu'un avait commencé à les observer. Un homme qui n'attendait que le moment propice pour transformer leur secret en arme fatale. Dans toute habitation, il y avait un homme que les esclaves craignaient plus que le maître lui-même, le commandeur. Sur l'habitation Beaumont, cet homme s'appelait Jean Ventura. Mulâtre libre d'une quarantaine d'années, il avait gagné son poste par une fidélité absolue aux colons et par une cruauté sans faille envers ceux qui travaillaient dans les champs. Son rôle n'était pas seulement de surveiller, il incarnait la main de fer du patriarche Pierre Beaumont. C'était lui qui ordonnait les punitions, lui qui maintenait la discipline, lui qui faisait comprendre à chacun que le fouet pouvait tomber à tout instant. Ventura connaissait les esclaves mieux que personne. Il observait leurs regards, leurs gestes, leurs silences, et depuis quelques semaines, il avait remarqué un changement chez Claire.
La jeune femme n'était plus la même. Ses yeux brillaient d'une lumière nouvelle. Ses gestes semblaient plus assurés. Son visage portait parfois un sourire discret. Pour un homme comme lui, habitué à briser la dignité des autres, ce signe était suspect. Une esclave heureuse était une esclave dangereuse. Un soir, poussé par l'instinct ou par la curiosité, Ventura décida de la suivre. Il la vit quitter discrètement la case, marcher pieds nus à travers la cour endormie, disparaître dans le verger. Silencieux comme une ombre, il se glissa derrière les arbres et assista à une scène qui le figea. Là, dans l'obscurité, se trouvaient Claire et Julien, enlacés, échangeant des mots d'amour. Le fils du maître, héritier d'une des fortunes les plus puissantes de l'île, tenait dans ses bras une esclave, comme une égale, comme une femme. Ventura sentit son cœur battre plus vite. Ce qu'il voyait était un scandale qui pouvait ruiner la famille Beaumont. Mais c'était aussi une occasion d'obtenir plus de pouvoir, plus de reconnaissance, peut-être même plus de richesse. Il resta caché, observant longuement, gravant chaque geste dans sa mémoire. Puis il repartit sans bruit, son esprit déjà en train d'élaborer une stratégie. Les jours suivants, il continua de surveiller. Il repéra les échanges de livres, les lettres cachées, les absences nocturnes. Un matin, il vit Claire glisser un papier dans un volume que Julien laissait exprès. Quand elle s'éloigna, il s'approcha et découvrit la lettre. Ses mains rugueuses tremblaient en dépliant le papier. Les mots qu'il lut confirmèrent ses soupçons. Des déclarations d'amour enflammées, des promesses, des rêves partagés. Ventura sourit. Il tenait désormais une preuve irréfutable. Mais il n'agissait pas encore. Il savait que le moment de la révélation était crucial. Trop tôt, et l'affaire serait étouffée. Trop tard, et les amants pourraient s'échapper. Alors il patienta, attendant l'occasion parfaite. Cette occasion arriva quelques semaines plus tard, lorsque Pierre Beaumont annonça qu'il recevrait un visiteur important, un riche propriétaire voisin, qui envisageait une alliance par mariage avec Julien. Pour le patriarche, cette union serait la garantie de consolider sa fortune et son influence. La veille de cette visite, Ventura frappa à la porte du bureau du maître. Pierre, assis derrière son grand bureau encombré de papiers, leva à peine les yeux. « Qu'y a-t-il » demanda-t-il d'une voix sèche. Ventura ôta son chapeau et répondit avec gravité « Maître, je dois vous parler d'une chose très grave. » Intrigué, Pierre posa sa plume. « Parle. C'est à propos de votre fils et de la domestique Claire. » Le silence s'abattit dans la pièce. Pierre fronça les sourcils. « Quoi donc ? Ils se rencontrent en secret. Depuis des mois, ils s'échangent des lettres d'amour. » Pierre devint livide. « Tu oses accuser mon fils d'une telle honte ?» Ventura sortit alors la lettre de sa poche et la posa sur le bureau. Les mots écrits par Julien brillaient sous la lumière de la lampe. Le patriarche lut quelques lignes, ses mains tremblant de rage. Ses traits se durcirent. « Depuis combien de temps sais-tu cela ?»« Plusieurs semaines, maître, mais je voulais être sûr avant de vous déranger. » Pierre se leva brusquement, marcha jusqu'à la fenêtre et fixa les champs au loin. Son fils, son héritier, sa fierté, souillaient le nom des Beaumont en s'amourachant d'une esclave. Sa respiration devint haletante, ses poings se serrèrent. Puis il se retourna vers Ventura. « Tu as bien fait de me prévenir, tu seras récompensé. »« Que comptez-vous faire ?» osa demander le commandeur. « Ce qu'il faut, ce soir même j'ordonnerai une assemblée dans la cour de la case. Tous les esclaves seront présents. Et Claire servira d'exemple. » Ventura s'inclina. Un sourire imperceptible effleura ses lèvres. Il avait déclenché la tempête. Ce soir-là, un ordre retentit dans la plantation. Le son grave de la cloche, inhabituel à cette heure, convoquait tous les esclaves. Hommes, femmes et enfants sortirent de leurs cases, inquiets. On les regroupa dans la cour, éclairés par des torches. L'air était lourd, saturé d'angoisse. Les murmures circulaient. Quelque chose de terrible allait arriver. Claire, au milieu de la foule, sentit son cœur se serrer. Elle ne savait pas encore que son secret avait été trahi. Mais en voyant Ventura, debout près de Pierre Beaumont, son regard froid posé sur elle, elle comprit.
Son sang se glaça. L'heure de la tragédie avait sonné. La cloche résonnait encore dans l'air lourd lorsque les esclaves se rassemblèrent dans la cour centrale. Hommes, femmes et enfants formaient un cercle silencieux, leurs visages éclairés par la lueur vacillante des torches. Tous savaient qu'une annonce terrible se préparait. Au centre, une estrade grossière avait été montée à la hâte. À ses côtés, Ventura, les bras croisés, fixait la foule avec un sourire glacé. Puis Pierre Beaumont apparut, imposant, vêtu d'un manteau sombre malgré la chaleur. Ses yeux brillaient d'une colère contenue. « Esclave de l'habitation Beaumont », lança-t-il d'une voix tonitruante, « ce soir nous devons traiter d'un crime abominable. » Un frisson parcourut l'assemblée. Les murmures s'élevèrent, puis s'éteignirent aussitôt, sous le regard des contremaîtres armés de fouets et de fusils. Pierre s'avança, désigna d'un doigt accusateur. « Claire !» Le cœur de la jeune femme s'arrêta. Sa mère, Marguerite, lui serra la main une dernière fois avant de la lâcher, les larmes aux yeux. Deux hommes la saisirent brutalement et la traînèrent au centre du cercle. Elle ne résista pas. Ses jambes tremblaient, mais sa tête resta haute. Ses yeux, sombres et fiers, cherchaient déjà Julien parmi la foule. « Claire, dit le maître d'une voix glaciale, tu es accusée d'avoir séduit mon fils Julien, de lui avoir écrit des lettres, de l'avoir entraîné dans une honte sans nom. Avoues-tu » La cour entière retenait son souffle. Claire, la gorge sèche, parla d'une voix claire. « Oui, j'ai écrit à Julien. Oui, je l'ai rencontré, mais je ne l'ai pas séduit. Je l'ai aimé, et il m'a aimé. » Un murmure d'effroi parcourut la foule. Jamais une esclave n'avait osé prononcer de tels mots devant le maître. Pierre devint rouge de rage. « L'amour, tu oses parler d'amour? Tu n'es qu'une esclave, une possession. Ton crime est double, insubordination et outrage à la dignité de ma famille, et pour cela ta sentence sera exemplaire. » Julien, enfermé dans le bureau de son père, entendait les bruits étouffés venant de la cour. Il frappait désespérément contre la porte verrouillée, criant le nom de Claire, mais personne ne l'entendait. Dans la cour, Ventura ordonna « Attachez-la au pilori !» Deux gardes saisirent Claire et la lièrent à la lourde structure de bois dressée au centre. Les cordes lacérèrent de sa peau, mais elle resta immobile. La foule d'esclaves observait en silence, des larmes roulant sur certains visages. Les enfants se cachaient dans les jupes de leur mère. « 50 coups de fouet !» déclara Pierre, pour rappeler à tous ce qui arrive quand on oublie sa place. Ventura prit le fouet, le fit claquer dans l'air. Le premier coup s'abattit sur le dos de Claire. Sa chair se déchira, mais elle ne cria pas. Un gémissement lui échappa, étouffé, mais ses yeux restèrent fixés sur l'horizon. Le deuxième coup suivit, plus violent. Puis le troisième, ouvrant une plaie profonde. Chaque claquement résonnait comme un tonnerre dans le silence oppressant. Au 20e coup, son corps commença à vaciller. Sa respiration devint haletante, mais lorsqu'on l'aspergea d'eau pour la maintenir consciente, elle leva la tête et lança d'une voix brisée « Ne pleurez pas pour moi, pleurez pour vous qui vivez encore enchaînés. » Un murmure parcourut les esclaves. Certains pleuraient à présent ouvertement, d'autres serraient les poings, impuissants. Pierre fronça les sourcils. Cette femme osait transformer sa punition en message de rébellion. Les coups reprirent. À la 40e frappe, son dos n'était plus qu'un lac de sang. Ses jambes ne la portaient plus. Seules les cordes la maintenaient debout. Au 50e, elle perdit connaissance. On jeta un seau d'eau glacée sur elle. Elle rouvrit les yeux, le visage déformé par la douleur, mais un sourire ténu se dessina sur ses lèvres ensanglantées. « Amenez le fer !» ordonna Pierre d'une voix implacable. Ventura s'approcha, portant un fer incandescent marqué des initiales de la plantation. Le métal rougeoyait, irradiant une chaleur insoutenable. Claire le regarda et dans un souffle dit « Vous pouvez marquer ma chair, mais vous n'atteindrez jamais mon âme. » Le fer toucha sa peau. Un cri, cette fois, déchira la nuit. Le parfum écœurant de chair brûlée se répandit dans l'air. La foule détourna les yeux, mais beaucoup gravèrent ce moment dans leur mémoire.
Une femme qui criait non pas de soumission, mais de défi. Julien, enfin parvenu à briser une fenêtre du bureau, se jeta dehors et courut vers la cour. Mais 2 gardes l'interceptèrent, le plaquant au sol. « Laissez-moi » hurla-t-il. « C'est moi le coupable. Punissez-moi » Ses cris se perdirent dans le tumulte. Pierre leva la main. « Qu'on prépare la corde » Une potence improvisée fut dressée sous un grand manguier, arbre qui avait autrefois abrité des fêtes et des danses d'esclaves. Désormais, il deviendrait l'arbre de mort. Claire fut détachée du pilori, son corps inerte soutenu par 2 gardes. Ses jambes fléchissaient, mais elle gardait la tête droite. « Dernière parole » demanda Pierre avec un mépris glacé. Claire chercha Julien du regard. Elle le vit à genoux, retenu par les gardes, le visage couvert de larmes. Elle esquissa un sourire faible, mais digne. « Oui, » dit-elle d'une voix brisée, mais claire, « je meurs pour avoir aimé. Je meurs libre. Un jour, vous aussi serez jugés. » La corde fut passée autour de son cou. Les torches tremblèrent, les enfants sanglotaient, les esclaves retenaient de leur souffle. Ventura tira la corde. Le corps de Claire s'éleva, ses jambes se débattirent quelques instants, puis s'immobilisèrent. Un silence de mort tomba sur la cour. Puis un cri retentit, déchirant, désespéré, celui de Julien. Claire! La tragédie était consommée. Mais dans ce silence, quelque chose venait de naître. Une mémoire. Une légende. La mort de Claire ne fit pas disparaître son nom. Au contraire, elle l'éleva au rang de symbole. La plantation entière, marquée par la violence de cette nuit, ne retrouva jamais son silence habituel. Les esclaves, forcés d'assister à l'horreur, avaient vu plus qu'une exécution. Ils avaient vu une femme mourir debout, sans renier son amour, sans plier devant ses bourreaux. Dans leur cœur meurtri, une graine de résistance s'était enfoncée, prête à germer. Julien, lui, sombra dans un désespoir sans retour. Les jours qui suivirent, il erra comme une ombre dans la maison Beaumont. Ses parents, terrifiés par le scandale que cette affaire pouvait provoquer, firent tout pour l'envoyer loin de l'île. Pierre parlait d'erreur de jeunesse, d'un fils manipulé par une esclave rusée. Mais Julien refusait ces mensonges. Dans ses yeux brûlait une vérité qu'il ne pouvait plus étouffer. Son père avait assassiné la femme qu'il aimait, et tout un système l'avait rendu complice. Quelques semaines plus tard, Julien quitta la Martinique pour Paris. Ce départ n'était pas une fuite, mais une mission. Il emporta avec lui les lettres de Claire, tachées parfois de larmes, parfois de sang, et fit le serment de consacrer sa vie à l'abolition. Dans les cercles intellectuels, il parla de son histoire comme d'un témoignage. Il ne donnait pas le nom de Claire, pour la protéger de la déformation des colons, mais il décrivait son courage, ses paroles, sa dignité. « Elle est morte pour avoir aimé », répétait-il, « et son amour était plus noble que toutes vos lois. » À Paris, il croisa la route de Victor Schœlcher, dont les écrits l'avaient déjà marqué. Ensemble, ils militèrent pour que la France rompe enfin avec cette honte. Julien n'était plus seulement un fils de colon, il était devenu un témoin. Dans ses discours, il brandissait la mémoire de Claire comme une arme. Chaque fois qu'il parlait, il revoyait son sourire ensanglanté, sa voix tremblante mais ferme prononçant ces mots « Je meurs libre ». Pendant ce temps, en Martinique, les esclaves chuchotaient encore son nom dans les cases. Les mères racontaient son histoire à leurs enfants. Claire a aimé un homme libre, et pour cela elle est morte. Mais elle n'a jamais baissé la tête. Ces paroles devinrent des proverbes murmurés au clair de lune. Ils peuvent te marquer notre chair, pas nos âmes. Dans les veillées, les tambours battaient en son honneur, comme pour rappeler que même pendue, elle n'avait pas été vaincue. En 1848, lorsque l'abolition fut enfin proclamée, certains anciens esclaves de l'habitation Beaumont se souvenaient encore de cette nuit. Ils virent dans la liberté retrouvée l'accomplissement de la prophétie de Claire. On disait que son esprit avait erré dans les champs, veillant à ce que le sang versé ne soit pas oublié.
Son souvenir circulait comme une légende vivante, une histoire interdite que les maîtres avaient voulu effacer, mais qui avait traversé les générations. Julien, désormais installé en France, ne revint jamais sur l'île, mais il continua d'écrire. Ses textes, publiés anonymement, décrivaient la barbarie coloniale avec des détails glaçants. Certains y reconnaissaient l'affaire de la plantation Beaumont, mais aucun nom n'était jamais cité. Pour lui, ce n'était pas une histoire personnelle. C'était le symbole de toutes les injustices. Et à chaque ligne, il rendait hommage à celle qui avait transformé sa vie et son destin. Les archives coloniales tentèrent d'enterrer l'affaire. Aucune mention officielle du procès ou de l'exécution de Claire ne survécut. Mais dans la mémoire populaire, dans les récits oraux, son nom resta. Les conteurs des villages parlaient d'elle comme de l'esclave amoureuse, ou encore de Claire la libre, celle qui avait défié ses maîtres par le simple fait d'aimer sans honte. Aujourd'hui encore, dans certaines familles de la Martinique, son histoire est racontée comme une légende. On dit que par les nuits sans lune, quand le vent souffle dans les manguiers, on peut entendre une voix de femme murmurer « Je meurs pour avoir aimé ». Et ceux qui l'entendent affirment ressentir une force étrange, comme si le courage de Claire traversait encore les siècles. Julien mourut en France, vieux et malade, mais dans son bureau, on retrouva toujours un coffret fermé. À l'intérieur, les lettres de Claire, jaunies par le temps, mais intactes. À côté, une note écrite de sa main, elle n'était pas une esclave. Elle était mon amour, ma liberté, mon combat. Ainsi se termina l'histoire tragique de Claire et Julien. Mais leur amour interdit, brisé par la haine et par le fouet, devint un héritage indestructible. Plus qu'un drame intime, il devint un cri de résistance, car parfois, un seul amour suffit à fissurer les murs d'un empire.